13 ans d'attente pour cette honte, c'est ce que beaucoup de personnes ont commencé à dire. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo. On va reparler d'Avatar 2, la voix de l'eau. Il faut savoir plusieurs choses, c'est que cette vidéo est une deuxième critique de ma critique qui est sortie mercredi dernier. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit là, donc si vous voulez avoir, on va dire, mon avis en général sur le film, il faut aller voir cette vidéo là. La vidéo d'aujourd'hui, c'est afin de répondre à certains commentaires, afin de répondre à certaines choses que j'ai vues sur internet, pour compléter ma critique précédente. Ceux qui insinuent qu'il y aura énormément de spoilers, on va faire que spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, allez voir ma vidéo qui est dispo, qui est sans spoiler en partie, et revenez ensuite regarder cette vidéo aussi. Je vous préviens parce que des gens vont dire que cette vidéo est incomplète, ça arrive, parce que c'est pas que la vidéo critique. Là c'est plutôt une vidéo réaction à la critique, et surtout à vos critiques. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une chose importante dans Avatar 2, les arcs. Comme vous le savez dans Avatar, il y a cette thématique de l'homme qui est technologiquement avancé face aux natifs qui ont des armes primitives, et donc des arcs et des flèches par exemple, et même des arbalètes dans ce film. C'est quelque chose qui se voit encore plus dans ce film-là, avec ce peuple qui est en totale cohésion avec la nature, avec ses traditions, et justement les arcs et les flèches sont un peu un symbole de ça. C'est là qu'intervient le sponsor officiel de cette vidéo, Attila. Attila est un site en ligne de vente d'arcs et d'arbalètes. Vous pouvez vous aussi vous procurer des arcs de qualité afin de vous entraîner comme des navis. Mais vous n'avez pas que des arcs, hein. Vous avez aussi des arbalètes en tout genre par exemple. Plusieurs styles sont disponibles pour différents types de personnes. Ils ont plein de kits différents pour les gens qui veulent évidemment s'amuser par exemple, mais aussi pour ceux qui veulent devenir de vrais archers ou même s'entraîner en survivalisme. Vous pouvez dès maintenant vous procurer un arc, une arbalète ou plein d'autres objets de ce style grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, et vous avez même une réduction de 8% avec le code promo affiché ici, RegLE8. Foncez sur l'offre. Avant de commencer, j'ai quand même envie de dire un truc rapidement sur la miniature que j'ai sortie. Beaucoup de gens ont dit que je donnais déjà mon avis dans la miniature. Alors déjà, ma miniature, c'était une référence à ma première critique que j'ai fait d'Avatar, et je maintiens ce que je dis. Dans la vraie vie, et il faut être honnête, il y a plein de gens que j'ai rencontrés, auxquels j'ai parlé, qui n'ont pas du tout aimé ce film, qui l'ont trouvé long, qui ont trouvé qu'il n'y avait pas d'histoire, qui ont trouvé que les personnages étaient mal écrits. Ces gens existent. Généralement, vous, dans mes commentaires, vous étiez assez positif concernant le film, mais je pars du principe que mon audience est aussi plus intéressée par le cinéma de manière générale, et c'est pas forcément le grand public. Mais le grand public, croyez-moi, est bien plus divisé que peut-être les cinéphiles entre guillemets concernant ce film. C'est surtout à eux que j'ai envie de répondre aussi. Pas que, mais aussi. Et concernant ma première vidéo et surtout mon avis sur le film, quand vous regardez un film pour la première fois, surtout moi, bah en fait c'est con, mais j'ai toujours ma critique en tête. Je regarde bien le film et j'essaie vraiment de prendre mon temps avec le film. Mais là, quand j'ai revu le film, bah je pensais pas que j'allais refaire une vidéo. Enfin, je sais que j'allais en refaire une, mais je me suis dit je vais revoir le film et entre guillemets pas déconnecter mon cerveau, mais je vais le redécouvrir. Je vais prendre mon temps différemment. Quand je regarde un film pour la première fois, j'essaie de me rappeler de tout ce qui s'est passé. Je prends pas de notes au cinéma, donc voilà, c'est pas possible pour moi. J'aime bien être focus sur le film. Essayer de se rappeler de tout ce qui se passe pour faire une vidéo après, c'est difficile. Donc là, en revoyant le film, bah j'ai un peu lâché tout ça, et c'est pour ça que j'aime bien revoir les films avant d'en faire une deuxième vidéo, pour avoir un deuxième avis. Des fois, mon avis change, je considère le film meilleur ou moins bon, mais c'est important pour moi de revoir ces films avant de refaire une deuxième vidéo. Et là, j'ai revu le film, et mon appréciation du film a complètement été réévaluée à la hausse, étonnamment. J'ai passé un meilleur moment en revoyant le film. Les défauts que j'avais cités dans ma première vidéo, le fait que c'était un peu trop long, des choses comme ça, j'ai trouvé ça encore meilleur, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça tellement bien. J'étais tellement, encore une fois, immergé dans le film. C'était mieux la deuxième fois, parce que je connaissais déjà les personnages, je connaissais leur sort et tout, et du coup, juste reprofiter de l'expérience en sachant ce qui se passe, c'était une expérience de folie. C'était vraiment, vraiment très très bien. Donc, je vous conseille clairement à vous aussi un deuxième visionnage. Croyez-moi, vous allez plus apprécier le film, je pense, et vous allez le revoir clairement différemment, et ça fait vraiment plaisir. En termes de mise en scène, il y a un truc que j'ai pas dit dans ma dernière vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de caméras épaules. Je crois pas l'avoir cité, mais en fait, la mise en scène du deuxième film, c'est un peu la mise en scène du premier film. Il n'y a pas énormément d'évolution dans la mise en scène. C'est pas grave, hein, de toute façon, c'est le roi James Cameron, donc il est très très fort. Mais voilà, c'est juste pour préciser qu'il y avait beaucoup de caméras d'épaule, encore une fois, et ça permet d'avoir des scènes gargantuesques. La scène de chasse du Tulkun est incroyable, justement. Tu prends, je sais pas, 10 minutes de chasse sur un Tulkun, t'as une scène extrêmement immersive, c'est de la folie. Mais tout le film est immersif. Et c'est grâce à la technologie. Alors juste, essayez de revoir des scènes du premier Avatar. L'évolution technologique est folle. Tu vois Avatar premier du nom, t'as l'impression que le film est sorti à 30 ans presque. Le gap technologique est monstrueux. Avatar Remaster, pas trop. Je trouve qu'il ressemble beaucoup au film qui est sorti récemment, mais l'Avatar de 2009, regardez-le sur Disney+, honnêtement, waouh, vous voyez clairement l'énorme différence. Non pas qu'il a mal vieilli celui de 2009, hein, pas du tout, mais juste pour montrer à quel point ce film a l'avance et à quel point ce film-là, c'est le futur. Technologiquement, tu ne vois même pas la différence entre ce qui est vrai et faux. Et la vérité est que tout est faux, en fait. Et c'est ça qui est fou, c'est que ton cerveau te dit, mais attends, ça c'est peut-être vrai. Et ça, c'est incroyable de se dire ça, vraiment. Et pour parler un peu du HFR, donc il y a beaucoup de gens qui ont été dérangés par le HFR aussi, et trouvent que les 48 images par seconde sont pas adaptées au film. Mais en fait, le souci, c'est pas les
les 48 images par seconde. C'est juste que ça switch de 48 à 24 assez régulièrement. Et ça se voit surtout à la fin, dans le climax. Il y a beaucoup de scènes qui sont 48 et qui passent en 24 pendant une seconde et ça repart en 48. Et là, je trouve que ça casse un peu l'immersion, mine de rien. Mais honnêtement, hein, moi, les films en 48 images par seconde, je veux en voir beaucoup plus. Le fait d'enlever le flou de mouvement de certains films, je trouve que c'est une très très bonne idée. Moi, le flou de mouvement, j'ai jamais réellement apprécié ça dépend comment c'est utilisé évidemment, hein. Mais quand je prends l'exemple des jeux vidéo, moi c'est un truc que je désactive toujours, je déteste ça. Et dans les films, avec Avatar là, 2, je me rends compte que j'aime pas ça non plus dans les films. J'aime bien avoir cette image fluide et je trouve que ça rend beaucoup mieux. C'est pas adapté à toutes les œuvres, hein, je suis bien d'accord, mais là dans Avatar, j'aurais aimé que le film soit peut-être tout le temps en 48, parce que la fluidité pour moi rendait le film beaucoup plus cinématique, je suis désolé. Le fait d'avoir des mouvements fluides et tout, je trouvais ça impressionnant et je trouvais ça super bien. Et j'avais dit dans ma vidéo que j'étais un peu dérangé au début par la 3D et le HFR. Là en revoyant le film, mes yeux étaient vraiment habitués, ils savaient ce qu'ils allaient voir et j'étais pas du tout dérangé. Enfin, j'étais à fond avec la 3D, à fond avec le HFR et j'ai envie que tous les blockbusters maintenant sont en HFR. Au moins pour la scène d'action, la caméra bouge beaucoup et il y a beaucoup de motion blur. Ce flou cinétique que moi, au final avec Avatar, j'ai appris à le plus apprécier. Et ça c'est fou. Après, si on doit parler un peu des déceptions, c'est qu'en termes de musique, oui, il reprend beaucoup des thèmes du premier film et c'est ok, ça s'appelle un leitmotiv, il n'y a pas de problème et il les fait bien correspondre aux scènes, mais c'est juste qu'il n'y a pas de nouvelles compositions que je trouve incroyables. Il y a des musiques sympas et tout, mais juste je trouve que ça va pas assez loin pour redonner et recréer, on va dire, des thèmes mémorables, recréer des musiques qui seront plus tard des leitmotifs aussi. Et ça c'est un peu dommage, je suis un peu déçu par rapport à ça, mais enfin bon, la musique est tellement bien utilisée que c'est pas un problème, juste que j'aurais aimé avoir une nouvelle composition de folie. Il y en a une ou deux qui sont pas mal du tout, faudrait que je me réécoute la BO sur Spotify, mais c'est vrai que pour l'instant, je suis un peu déçu par ça. Moi, les musiques qui m'ont le plus intéressé dans ce film-là, en revoyant le film une deuxième fois, c'était les musiques du premier. Pour parler de l'histoire, les arguments, c'est beau, mais il y a pas d'histoire. Pour moi, c'est pas un argument. Enfin, je veux dire, il y a tellement de développement de personnages, l'intrigue avance tellement qu'il y a une histoire. Oui, c'est beau, mais c'est aussi le but de l'histoire d'être beau. Vous voyez ce que je veux dire? Le but, c'est de nous immerger dans Pandora. C'est ça l'histoire. Vous pouvez pas dire il y a pas d'histoire. C'est ça l'histoire, bordel. C'est Pandora l'histoire. C'est Pandora et ses personnages. Il y a évidemment une histoire. Et dire qu'il y a pas d'histoire, je trouve que c'est tout simplement de la mauvaise foi. Dire que vous aimez pas l'histoire ou que vous êtes déçu par certains aspects de l'histoire, ok. Mais dire qu'il n'y a pas d'histoire en 3h12 de film, c'est du foutage de gueule. En effet, pour un blockbuster, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'action, pour le coup. En revoyant le film une deuxième fois, j'ai beaucoup plus apprécié la partie où on redécouvre le monde de l'eau, qui prend une grosse partie du film, quand même, hein. Et les scènes d'action au début à la fin, vu qu'elles étaient moins stressantes au deuxième visionnage, elles étaient quand même très bien, et elles étaient moins impressionnantes qu'au premier visionnage. Parce qu'au premier visionnage, ça le stress, tu sais pas ce qui va se passer. Au deuxième, tu regardes un peu la maîtrise de la mise en scène et tout, des effets spéciaux, et un peu des chorégraphies. Mais là, dans le deuxième visionnage, ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est le monde de l'eau. C'est découvrir ce monde-là, et je voulais pas le quitter. J'allais être atteint d'Avatar syndrome, comme les gens qui ont vu le premier film et qui voulaient pas quitter Pandora. Là, quand tu vois ça, c'est un peu ça, quoi. Le monde de l'eau, t'y es, t'as envie de retourner au cinéma juste après une troisième fois. Est-ce que ça fait un peu redite du premier? Ça, j'ai dit dans ma première vidéo. Oui, je pense que ça fait un peu redite du premier, et c'est un peu un des défauts qu'on peut lui donner. Moi, ça ne m'a pas dérangé, mais c'est juste qu'on se dit, ok, on a 2 films sur 5, si on va au 5e, et t'as l'impression que l'histoire commence qu'à la fin du deuxième. Normalement, l'histoire, entre guillemets, aurait dû commencer à la fin du premier. Les enjeux auraient dû être là. Mais là, j'ai l'impression qu'on reset un peu les enjeux, parce qu'entre temps, Cameron, j'ai l'impression qu'il a eu l'idée d'ajouter des enfants, de vouloir passer de la forêt à l'eau, et j'ai l'impression que la fin du 2, c'est un peu le début de la vraie histoire de Pandora et d'Avatar au final. Le premier, c'était un gros prologue, j'ai l'impression, et là, le 2, c'est le début de l'histoire. Mais du coup, l'histoire va réellement avoir des enjeux qui vont être bien mis en avant dès le 3e film, ce qui peut déranger certaines personnes. Moi, ça m'a pas dérangé parce que les 2 premiers films sont exceptionnels, mais je peux comprendre pourquoi des gens peuvent être frustrés. J'ai vu beaucoup de commentaires sur le climax, oui, c'est juste un bateau de pêche qui se fait renverser, mais il y a des enjeux, il y a du développement de personnages, il y a des choses qui se passent, c'est pas juste ça. Les gens, à la fin de ce 2e film, en sachant qu'il y en a 5, voulaient déjà, j'ai l'impression, l'affrontement final entre les humains et les navis, ce qui n'est pas du tout le but. Ça arrivera peut-être à la fin. Le fait que c'était trop manichéen, les méchants humains et les gentils navis, je suis pas d'accord, hein, j'ai pas du tout aimé cet argument parce qu'en fait, c'est beaucoup moins manichéen que le premier. Le premier est manichéen, je suis d'accord avec vous. Mais là, en fait, les humains, ils sont sur Pandora pour plusieurs raisons. Choper le fluide de baleine, qui honnêtement, en vrai, on s'en fout du fluide de baleine, ça n'a pas une réelle importance, c'est juste pour donner une excuse à avoir ces humains qui pêchent ces baleines pour pouvoir attirer Jake Sully. C'est une excuse scénaristique, mais en vrai, dans le scénario, ça n'a pas d'importance en soi. Ça rajoute un peu de world building, mais c'est tout. Mais surtout que les humains, maintenant, ils veulent quitter la Terre parce que la Terre est condamnée apparemment et ils veulent vivre sur Pandora. Donc ils sont moins manichéens parce que maintenant leur objectif c'est ça. Et pareil pour Quaritch, c'est pas que la vengeance qui l'anime. Surtout à la fin, on se rend compte qu'à la fin, avec Spider, il y a plus que la vengeance maintenant. Maintenant, il a un fils. Donc c'est beaucoup moins manichéen. Il y en a qui disent que ça fait documentaire animalier. Essayez d'en trouver des documentaires animaliers comme ça. Vraiment, essayez. C'est un peu le but en fait. C'est un documentaire animalier d'un gars qui a tout inventé. Enfin, d'une équipe, hein, il a pas fait ça tout seul. Qui a tout inventé. Et c'est ça qui est impressionnant. Allez vous créer des mondes. Vous allez voir, c'est tellement compliqué. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il a créé un monde. Et c'est ça qui est fort. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas de héros. Le héros dans ce film, c'est la famille Sully. C'est leur histoire à chacun d'entre eux. Ils ont tous leur développement de personnages, ils ont tous leurs problèmes, ils ont tous leurs enjeux. C'est la phrase du film. Sully stick to
together, ils sont tous ensemble, et c'est ça le héros du film, c'est cette famille. Trop de personnages, oui, alors peut-être au premier visionnage il y a beaucoup de personnages, mais en revoyant le film, honnêtement ça va, c'est très simple à suivre une fois que vous avez l'histoire en tête, hein. Mais oui, premier visionnage, c'est qu'il y en a quand même pas mal, et ça peut être un peu too much, mais là, deuxième visionnage, aucun problème. Il y en a qui ont été dérangés par les animaux qui parlent, honnêtement, moi je les ai trouvés mignons, surtout les baleines évidemment, qui ont des sous-titres, hein. Je trouve que ça donne du sens parce qu'on dit que ces créatures, c'est tout le cool, savent faire des maths, savent faire de la philosophie, savent chanter, savent faire de la poésie, donc pour moi c'est logique qu'à un moment, bah, ils ont commencé à se comprendre avec le Na'vi de l'eau. Et on voit des sous-titres que sur un seul Tulkun, c'est le Tulkun de Kate Winslet qu'elle connaît depuis très longtemps. Par contre, pourquoi est-ce que tous les Na'vi de l'eau parlent anglais? Bon, c'est difficilement excusable au final ce truc-là. Je pense que c'était juste pour rendre le scénario plus simple parce que dans le premier film, ils parlent beaucoup Na'vi. Là, c'est pas le cas. Ils parlent quasiment pas Na'vi dans le peuple de l'eau. Et tu dirais presque pourquoi est-ce qu'ils parlent tous anglais en sachant que dans le premier film, ils avaient déjà du mal à parler anglais, les Na'vi. Là, c'est quelques années plus tard, hein, je suis d'accord, hein, presque une quinzaine d'années plus tard. Mais quand même, peut-être il aurait dû avoir un peu plus de langage Na'vi et garder l'anglais qu'avec les discussions avec la famille Sully. C'est pas ce qui m'a dérangé, honnêtement, mais je peux comprendre pourquoi ça gâche un peu la cohérence de certaines personnes. Encore une fois, en revoyant le film, j'ai pas du tout trouvé le film trop long, honnêtement, c'est passé très très vite, encore plus vite la deuxième fois. Dans ma précédente vidéo, j'ai dit des bêtises, j'ai dit qu'il y avait des robots grenouilles, alors qu'en fait c'est des robots crabes, mais bon, voilà, je suis bête, hein, c'est comme ça. Et j'ai dit que pas beaucoup de personnes avaient des télévisions avec 60 images par seconde. En vrai, si, quasiment tout le monde en a. Et les événements sportifs, par exemple, sont diffusés en 60 images par seconde. Pour parler un peu de Quaritch et revenir sur lui, il y a quelques éléments intéressants. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit c'est pas sérieux et c'est pas réaliste que Quaritch ait un enfant. Écoutez, Quaritch, c'est un peu le cliché du cowboy, violent, qui en a rien à foutre des indigènes. Ça m'étonne pas qu'il ait eu des relations sexuelles avec une ou plusieurs femmes. Ça semble être une idée qui a été rajoutée dans le deuxième film sans l'avoir pensé pour le premier. On aurait peut-être dû avoir une scène dans le premier film où on voit Quaritch avec une femme, ok, en mode un peu macho, mais ça se voit que ça a été une idée qui a été rajoutée. Mais en termes de personnage, ça me surprend pas du tout que ce gars-là, qui est un peu le cliché de la masculinité militaire et tout, ait envie de coucher avec des femmes. Il y a ce côté un peu macho qui fait penser qu'il aurait pu avoir des enfants sur Pandora et qu'il en ait eu rien à faire. C'est pas du tout choquant. Il y en a qui se plaignent du retour expliqué bizarrement de Quaritch en mode oui, on a mis ses souvenirs et du coup il est de retour. En vrai, c'est pas le but de l'histoire, c'est juste une excuse pour ramener Quaritch. Et il y en a qui disent pourquoi est-ce qu'on n'a pas ramené le frère de Jake qui aurait dû avoir la place de Jake à la base, hein. Quaritch à la base, il faut savoir que il savait peut-être qu'il allait mourir, du coup ils ont pu faire cette extraction de souvenirs et le frère de Jake qui est mort de manière accidentelle. C'était un scientifique qui était pas du tout en danger. Et je crois, si je dis pas de bêtises, c'est quelqu'un qui m'a dit ça sur Twitter, que cette technologie n'est disponible que pour les militaires. En tout cas, c'est utilisé que tel quel. C'est pas étonnant que le frère de Jake, mort accidentellement, après un accident où il s'est fait tirer dessus, si je dis pas de bêtises, n'ait pas eu justement ses souvenirs remplacés. Parce que c'est pas un militaire. Enfin, je pense que la RDA s'attendait pas à ce qu'il meure. C'est un scientifique, il y avait pas de raison. Donc c'est pas étonnant du tout, honnêtement. J'ai beaucoup aimé le personnage de Spider, pour le coup, j'en ai un petit peu parlé, et j'aime beaucoup le fait qu'il sauve Quaritch. D'ailleurs, c'est un film PG-13, et dans ce genre de film-là, vous avez le droit qu'à un seul fuck, et c'est du coup Spider qui dit fuck quand il décide d'aller sauver Quaritch. Mais c'est un beau moment, j'en ai déjà parlé précédemment dans l'autre vidéo, hein, mais c'est un beau moment qui développe bien ce personnage-là, et qui va aussi changer littéralement, je pense, l'opinion de Quaritch sur les Na'vi. Et maintenant, Quaritch, il a un fils. Il y a une scène qui m'a bluffé en la revoyant, c'est la scène où Kiri se fait soigner. Il y a donc le personnage de Kate Winslet qui lui fait des petites piqûres, et tu vois en fait une sorte de gros plan sur son ventre, et tu vois la manière dont le ventre est touché par Kate Winslet, et tu vois ces piqûres comment elles rentrent dans la peau, tu vois les poils sur son ventre. En termes technologiques, j'étais sur le cul en fait. C'est ultra impressionnant, c'est de la folie. J'ai phasé dessus en regardant le film, j'ai fait waouh. C'est comme le moment où Jake s'attache une sorte de cordon autour de sa main pour être accroché à la créature. Quand tu vois l'eau, la main et tout, tu dis mais c'est quoi ce délire quoi. En termes technologiques, ça rend fou. Mais j'ai un peu mieux compris la relation qu'il a avec Spider, qu'on voit quand même pas mal depuis le début. Spider, c'est un peu le seul personnage hors de sa famille qui ne considère pas Kiri comme quelqu'un de bizarre. Donc ça m'étonne pas qu'ils aient une sorte d'attachement qui se crée et potentiellement une romance par la suite. D'ailleurs, Spider à la fin aussi est accepté comme un membre de la famille. Il y a Jake qui dit cette phrase, un fils pour un fils, en mode il a perdu Neteyam, mais maintenant Spider fait partie de la famille. On verra si ça va changer par la suite, hein. Mais il y a évidemment le parallèle avec Kiri concernant la religion. On peut considérer Eywa comme Dieu tout simplement, Grace comme la Vierge Marie et du coup Kiri comme une sorte de Jésus. Évidemment la figure christique qu'on l'avait vu dans le film, mais c'est que là, si on prend ce comparatif là, oui, c'est clairement Jésus quoi. C'est clairement cette figure là et il y a cette volonté de religion qui revient encore. Beaucoup ont critiqué le fait que Jake décide de partir avec sa famille et qu'il allait forcément ramener la RDA sur le peuple de l'eau. Ils trouvent ça illogique. Alors il y a plusieurs explications à ça. La première explication, c'est que la RDA veut tuer Jake car c'est le chef de l'insurrection. Si Jake n'est plus là, ça sera plus facile d'écraser les Na'vi qui s'opposent à l'expansion de la RDA. Si Jake n'est plus un leader combattant, ils ont plus de raison d'aller le tuer. Mis à part Quaritch qui veut se venger, la RDA n'a pas de raison d'aller chercher Jake à l'autre bout du monde. Enfin j'exagère, hein, c'est 400 bornes. Ils ont pas de raison d'aller le chercher. Donc en vrai, Jake, s'il était seul sur l'île, s'il n'y avait pas Quaritch, je pense pas que la RDA serait allée le chercher. Du moment que l'insurrection peut être écrasée, du moment que Jake n'en fait plus partie, ils ont pas de raison de le tuer au final, mis à part la vengeance de Quaritch. Ensuite, mis à part pour la pêche, les villages ne
sont pas surveillés par la RDA. Ils s'en fichent un peu des peuples de l'eau. Même les pêcheurs disent qu'ils restent loin des navires de l'eau. Donc en vrai, ils avaient pas de raison d'aller chercher Jake là. Et surtout que Jake, au final, il sait que la RDA va venir le chercher. En vrai, il le sait, il le dit dans le film. Et les peuples de l'eau savent aussi que la RDA va arriver un jour ou un autre. Donc c'est pour ça aussi qu'ils acceptent Jake, hein. C'est qu'ils savent qu'à un moment, bah, faudra faire face au peuple du ciel. Et Jake le sait aussi et il essaie d'avoir un peu de répit. Malheureusement, c'est ce qu'il décide à la fin, hein. Littéralement, la dernière phrase, il dit que ce peuple sera une forteresse. Mais oui, enfin, Jake le savait. Il l'espérait, enfin, il se nourrissait de cet espoir-là qu'il allait être au calme dans le peuple de l'eau. Mais le peuple de l'eau savait aussi que les problèmes allaient arriver. Il savait que c'est pas la faute de Jake. Ils ont juste voulu retarder le plus possible. Mais là, la guerre est arrivée à eux et ils doivent riposter. Donc c'est pas pour moi une incohérence. Pour moi, c'est logique. Et c'est pas un choix bête. Et si on parle aussi d'émotion, je pense que le I see you de Jake à son fils Loak est super touchant à la fin, avec toute la famille et avec ce crack absolu de Payakan qui lui clairement a beaucoup de développement de personnage. Payakan a sa rédemption, il sauve son peuple et c'est hyper touchant aussi quand on y pense. En plus de sauver les Sully évidemment. Et Payakan c'est super stylé quand il décide de couper le bras du pêcheur, comme le pêcheur lui a coupé le bras aussi. J'avais dit que Neteyam n'était pas assez développé et c'est juste que Neteyam au final au début quand tu regardes le film, t'as du mal avec Neteyam parce que tu sais pas trop c'est lequel, mais en revoyant le film tu comprends que Neteyam c'est le premier né, c'est le premier qui naît, c'est le premier qui meurt. Il y a ce côté un peu cyclique à la chose, mais oui après il est pas plus développé que ça, mais je trouve que maintenant en sachant qu'il meurt, chaque scène que tu vois avec lui est plus ou moins touchante. Par contre incohérence, et là je suis d'accord avec ça, hein, c'est que les navis qui viennent des Jake à la fin, Kate Winslet et autres, hein, où est-ce qu'ils sont en fait? À partir d'un moment c'est vrai qu'ils s'en vont. Lors de mon deuxième visionnage je me dis mais peut-être là des navis auraient été utiles, mais non ils s'en vont, je ne sais pas pourquoi. Oui ils ont récupéré leur fille, je suis d'accord, mais ils s'en vont quand même. Logiquement pour moi ils auraient dû rester. Donc je sais pas d'où ça sort cette histoire, peut-être ils voulaient avoir justement ces confrontations intimes avec la famille à la fin, mais ils sont partis un peu sans raison. Ils auraient peut-être dû avoir une raison en mode je sais pas, bah la RDA a décidé d'attaquer leur village et ils doivent aller sauver le village, mais là c'est vrai qu'on les voit et d'un coup ils disparaissent, ce qui est quand même assez étrange parce qu'ils étaient quand même pas mal et il y en a qui ont dit qu'il n'y en avait pas assez, mais en fait c'est pas l'armée qu'ils envoient là, c'est juste quelques troupes pour affronter le bateau de pêche. Et je vais pas forcément le redire, mais les acteurs, que ce soit Stephen Lang, il est incroyable dans le rôle pour le coup, il est exceptionnel. Zoe Saldana était folle aussi en tant que Neytiri, surtout à la fin et où elle est vraiment super émouvante, et Sigourney Weaver en tant que Kiri, absolument phénoménal. En revoyant le film, je me dis qu'en termes de box-office, ça peut le faire. Parce qu'en vrai, c'est quand même une expérience assez unique. Je sais pas par où vont se diriger les films, hein, les 3, 4 et 5. J'ai hâte de voir ce qui va être raconté. Je pense pas qu'on va faire les peuples du ciel, ou les peuples du désert, ou je sais pas quoi. Non, là, je pense qu'on va rester avec l'eau. Et ça serait con d'aller autre part maintenant qu'on a commencé à développer l'eau. Mais je sais pas par où cette saga va aller. Je sais pas c'est quoi la direction qu'elle va prendre. Et c'est ça qui est excitant aussi. J'espère qu'on va pas retomber encore une fois dans la redite. Oui, on sait que ce sera les peuples humains contre les peuples navis, on le sait. Mais comment rendre ça intéressant pendant encore une trilogie? Parce que ça qui reste, une vraie trilogie. Pour conclure, hein, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo critique de cette semaine. Mais s'il y a un mot à retenir pour moi qui est super important, c'est l'évasion. C'est le genre de film que tu vois au cinéma pour t'échapper, pour vivre quelque chose d'exceptionnel, pour vivre quelque chose d'unique, vivre quelque chose de différent. Et ça a marché. C'est pour ça que pour moi, c'est extrêmement important que ce soit une expérience de cinéma, que les gens y aillent pendant 3 heures, déconnectés, et vivent à Pandora. Et le cinéma, bah, ça existe pour ça. Et un moment d'évasion comme ça n'existe quasiment plus dans le cinéma de blockbuster. On déconnecte jamais réellement aujourd'hui. Et être parti sur Pandora pendant 3 heures, enfin 6 heures en 2 jours pour le coup, c'était quand même une expérience folle. Et le cinéma, bah, ça sert à ça. Ça sert à s'évader, ça sert un peu à oublier sa vie pendant quelques heures, et c'est ça l'objectif. Donc oui, évidemment, pour moi, Avatar reste l'un des meilleurs films de l'année, voire le meilleur, et j'ai adoré, et évidemment je vous le conseille, et j'ai envie de voir ce que vous allez dire dans les commentaires au sujet de cette vidéo, et au sujet encore une fois du film. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, suivez-moi sur tous mes réseaux, et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en commentaire épinglé afin de vous procurer votre premier arc, ou même arbalète, tout ça avec 8% de réduction grâce au code promo REDGELE8. Foncez sur l'offre, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.